Nous vous invitons à écouter dans un instant l'auteur Pierre Ducrozet, invité de la librairie Ombre Blanche, jeudi 29 septembre 2022, pour la parution de son 6e roman, Variations de Paul, aux éditions Actes Sud, lors d'une rencontre en lien avec le festival Piano Jacobin. Bonne écoute. Bonsoir. Merci Pierre d'avoir fait le déplacement depuis Barcelone et puis un bout de Tour de France, parce que je crois que tu arrives de Lyon. Tu as bien entamé la tournée. On est là ce soir pour parler de ton dernier roman, Les Variations de Paul, qui est sorti dans cette rentrée littéraire 2022. Personnellement, c'est un de mes livres préférés de l'automne. C'est parce que comme... Pierre, c'est la 3e fois qu'il a la gentillesse et l'amitié de venir nous voir. C'est votre 6e roman. Toujours aussi exaltant. C'est des propositions littéraires qui sont toujours, quand on attaque les livres, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener. Et c'est toujours des moments moi, que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez dit, c'était pour Le Grand Vertige, qu'il y aurait un prochain livre qui serait sur l'espace, mais qu'il y avait un pas de côté à faire entre-temps, quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, voilà, c'est sur la musique. Bonsoir, oui. Oh, c'est fort, non ? Donc c'est Variations de Paul. Et alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les autres livres, les 2 précédents, partait sur des questionnements du monde contemporain, un sur le transhumanisme, l'autre sur les questions écologiques. Là, on bifurque vraiment, on va reprendre toute la vie de Paul depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui, une vie pour la musique, on va détailler tout ça. Donc, un pas de côté, est-ce que c'est votre livre le plus intime ? Est-ce que c'est celui dans lequel vous êtes le plus présent, finalement ? Oui, c'est pour ça qu'en vrai, c'est un peu fort. Ouais. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est pour ça que finalement, pas de côté, c'est pas tellement ça finalement, parce que c'est plutôt retour aux sources, ouais. C'est plutôt les 2 derniers romans étaient plutôt sur des sujets finalement extérieurs à moi, même si me concernant, concernait le monde contemporain. J'en fais partie, donc c'est personnel, mais là, c'est vraiment peut-être plutôt mon sujet, disons mon territoire, et ce côté. Et oui, il y a un côté très personnel, peut-être parce que c'est passé par la musique, en fait. C'est ce que c'était pas prévu au départ. Je voulais faire quelque chose qui aurait été peut-être plus extérieur à moi, donc un roman sur le XXe siècle, sur l'histoire de la musique. D'ailleurs, on en parlait avec mon ami Stéphane qui est là, et je lui avais annoncé quelque chose, et finalement, c'est un autre livre qui est arrivé, mais c'est toujours comme ça. Et je pense que c'est à cause de ce sujet-là, donc de la musique, qui m'a entraîné vers quelque chose de viscéral, d'intime, de presque primitif, quoi. Et donc de naturellement parler de ma famille, de mon histoire, même si évidemment elle est transposée dans l'histoire de Paul, mais malgré tout, je suis très proche de Paul et de ses épigones, enfin de ses enfants et ses parents des miens. Mais ça, c'est peu importe, on s'en fiche quand on lit le livre. Mais disons que j'avais envie d'un truc, qui me colle au corps et qui me colle à la peau. Et c'est lié à ça, c'est lié aux circonstances aussi d'une année un peu spéciale pour moi, qui fait que je suis allé chercher peut-être dans le livre quelque chose qui m'élèverait comme ça. Donc ça, c'est assez une sorte d'alchimie un peu étrange qui fait que le livre vous fait quelque chose et où le livre est là pour vous sauver, c'est un peu exagéré, mais là pour
Ouais, faire une alchimie avec les circonstances dans lesquelles il est créé. Et ça, c'est de l'ordre de l'aléatoire. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. Donc finalement, c'est un roman, je crois peut-être, qui tend vers une sorte de côté un peu aérien et solaire, même si traversé d'ombre. Et ça, pareil, c'était pas forcément prévu. On en parlera parce qu'il y a des choses autour de sur la structure dont est construit le livre, moi qui m'a beaucoup intéressé et je pense qu'on a beaucoup à vous entendre. Mais je voulais qu'on commence par une lecture pour goûter un petit peu aussi la phrase de Pierre Ducrozet qui a vraiment ses spécificités et quelque chose en même temps très moderne et puis je trouve de très assuré. Donc on s'est calé sur un petit petits bouts. Ouais. Est-ce qu'on attaque par le début ou par Berlin? Qu'est-ce que t'en dis? Peut-être le début, comme ça, on Allez, détaillera après un peu les personnages. Et puis Je lis la scène d'ouverture qui n'était pas la scène d'ouverture à la base. Pour entrer un peu dans les coulisses d'un livre, comment c'est fait. Moi, j'avais ma scène, qui est la deuxième, qui était pour moi le lancement du livre, et qui est l'accouchement de Paul, qui n'est pas un accouchement hyper facile, et qui est même assez compliqué, mais qui me donnait la note du livre. Et en parlant pas mal avec mon éditrice, Myriam, on s'est dit qu'on allait peut-être rajouter une scène avant, qui donnerait une sorte d'autres airs et d'autres échos avant d'entrer dans la matière véritable. Et voilà, cette scène, c'est ça. Paul est allongé dans l'herbe, le vent marin se glisse entre ses pieds nus. Il porte un t-shirt blanc, un pantalon noir, il écarte les bras. Dans son château de bord de mer, toutes les portes sont ouvertes. Paul se lève à l'heure qui lui chante, il fait quelques pas dans le jardin s'il a dormi à l'intérieur, il salue les vagues qui viennent caresser les roches, puis il s'allonge dans l'herbe haute et il ferme les yeux, prolongeant un peu ce temps délicieux où l'on flotte encore entre les rêves et les couleurs à venir. On n'est qu'à moitié là, on arrivera bien assez tôt. Paul place ses mains sous ses cheveux mi-longs, il inspire l'air salé, et alors tout commence. Au début, ce n'est qu'un picotement léger, à peine un frémissement au niveau du bras gauche et des doigts de pied. Paul rouvre les yeux un instant, la lumière abricot sinue entre les oliviers du jardin, l'instant s'étale. Il sait la déflagration à venir, il se croit prêt, on ne l'est jamais. Le chuchotis parcourt sa jambe, arrive au bassin, se glisse dans la colonne et file droit jusqu'au cou. Paul laisse faire. Il sent son corps disposé à accueillir la vague. Il n'en connaît jamais à l'avance la teinte ni la puissance. Il s'allonge quand même et on y va. Et alors, elle jaillit. C'est sous la poitrine qu'elle se déploie d'abord, ample et sauvage, venant se briser contre la digue des côtes alignées, rompues à l'exercice, mais qui menacent pourtant toujours de plier. Son cœur tape dans sa cage, la chose reflue, le corps se cabre et se tient prêt. Il sait qu'elle reviendra, et la voilà déjà. C'est dans le bas-ventre qu'elle rue alors, bouillante, écumeuse, bouillonnante, écumeuse, chargée de 1000 couleurs. Paul ferme les yeux et avale le torrent dont il aime l'arôme amer et tranchant, la face rugueuse. Il en reçoit depuis toujours toute la violence qui l'aura tordue et pliée, mais l'aura peut-être, au bout du compte, maintenu debout. Sous sa peau, tout bouge à présent. Ses organes refluent, son sexe se durcit, prenant lentement de l'ampleur contre sa cuisse. Son cou se raidit, ses yeux s'agitent sous leur fin ruban de peau. Paul est allongé dans l'herbe perlée de rosée, tout s'anime et chatoie en lui comme dans une cathédrale, les pigments et les lumières jaillissent de tous côtés, il sent ses pores entièrement ouverts, et tout y entre. Et alors, une brûlure, là, dans l'estomac. Quelque chose est allé heurter ce recoin, son angle mort, le plus disposé à recevoir et encaisser les chocs, les violences, les défaites. Les vagues et les sillons qui affluent connaissent leur chemin. Paul a mal tout à coup et se plie. Puis la chose repart ailleurs et son corps à nouveau s'ouvre sur l'herbe et l'été. Paul a appris à sentir avec précision dans son être ce qui tremble et ce qui vit. Il parvient à visualiser le parcours de la vague en lui, il sent son œsophage se tendre à l'arrivée de cette teinte mauve, son cœur battre lorsque la cavalerie tonne, ses poumons s'ouvrir pour recevoir les violons et la neige, sa gorge se serre, ses épaules se nouent, et l'ensemble, fusil, cormoran, chandelle et plantes grimpantes, l'ensemble virevolte dans son cerveau en toile fuselée. Pendant des minutes, des heures peut-être, Paul Malval demeure étendu là, dans son château de bord de mer, se laissant labourer et traverser, rempli à ras-bord.
Puis finalement, son ventre le rappelle au monde, il se lève et se dirige vers la cuisine. Il dépose alors sur le plateau les fromages corses, le jambon, le citron, le pamplemousse et les poires, avec sur le côté une tasse brûlante de café et un verre d'eau. Il pose l'ensemble sur la petite table en bois du jardin, il jette un œil à la mer qui continue à battre sa mesure secrète. Paul avale un bout de chèvre frais avec une cuillère de miel. Puis, au bout de longues minutes qu'il étire comme des élastiques, il se lève et fait un pas à l'intérieur. Et alors seulement, d'un geste qu'il espère dégagé, presque indifférent, il s'approche des platines et éteint la musique. Merci. C'est un bel incipit qui donne bien le livre, c'est vraiment un livre de sensations. Un livre. Paul est un garçon qui est traversé par des sensations tout au long de sa vie et principalement par la musique. Alors, vous avez voulu faire un personnage qui a deux particularités peu communes. La première, c'est que régulièrement, son cœur s'arrête, il meurt, pour renaître au bout de quelques minutes. Et la deuxième particularité, c'est la synesthésie, c'est-à-dire qu'il a une prédisposition avec la musique, c'est qu'il voit les sons. Alors, ça, c'est quelque chose, j'imagine, c'était présent dès le début, que c'est pas quelque chose qu'on invente, qui arrive au fur et à mesure de l'écriture du livre. Non, ouais, c'était le projet. C'était même le livre, c'est longtemps appelé Phénix, parce que je voulais un personnage qui meurt et qui renaît. C'est un truc que je crois qui traverse un peu mes livres, l'idée de la renaissance. Mais c'était pousser un peu le bouchon un peu plus loin et dire en fait, est-ce qu'on vit tout le temps, nous tous, on vit constamment des mini-morts, des mini-renaissances. Si on exagère, on pourrait dire que presque, je sais pas, plusieurs fois par jour, ça nous arrive. Après, si on va loin, si on a un cadre plus large, on se dit voilà, on a dans notre vie des cycles. Mais on pense ça de manière un peu métaphorique. On se dit voilà, bon, je suis revenu des enfers et je reviens. Mais là, c'est littéral, c'est-à-dire que dès sa naissance, donc au moment de venir au monde, il meurt. Enfin, son cœur s'arrête. Et au fur et à mesure de sa vie, ça va lui arriver plusieurs fois. Et donc, évidemment, il renaît différemment, il varie, il change, il fluctue, il ondoie. Et puis, l'idée, c'était qu'il reparte chaque fois plus léger, plus aérien, plus insouciant, plus naïf. Il a un côté, un naïf presque bête. Parfois, c'est pas un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui pense forcément les événements, mais qui les prend comme ça de plein fouet. Et je voulais qu'il arrive à la fin de sa vie d'une jeunesse extrême comme ça et qu'il vive c'est à peu près c'est à ce moment-là hein, quand on a au début du livre. Non, cette scène que je viens de lire, là, il est dans sa demeure comme ça en Corse et je voulais qu'il soit le plus léger possible à la fin de sa vie en ayant commencé un peu vieux finalement. Donc il y avait cette idée-là. Et puis la synesthésie, c'était la manière de travailler dans le corps d'un personnage, les sensations, comme tu as dit, et la musique, parce que comment écrire la musique, a priori, c'est très compliqué. C'est même très casse-gueule, parce que la musique, c'est ce qui se passe justement des mots, c'est ce qui passe de sens, c'est ce qui permet de pas mettre des appositions et des choses précises. Et l'écrivain tend vers la musique, vers le silence de la musique, c'est un oxymore, mais c'est ça, c'est la musique, elle est pure émotion et sans forcément s'accompagner de pourquoi et de comment. Et donc, écrire la musique, a priori, c'est un peu antinomique, c'est compliqué. Donc, Paul me permettait d'incarner dans un corps ce que fait la musique à nos vies, c'est-à-dire nous bousculer, nous foudroyer, nous élever, voilà, donc quand il se rend compte de ce super pouvoir, il est avec des amis à Paris et il leur explique Pink Floyd en couleur et en forme et tout, et ils disent ok, ouais, super, relâche un peu sur le pétard. Et en réalité, non, lui, il a toujours vécu comme ça, il a toujours vu ça. Et ça s'accompagne d'une troisième chose, on pourrait dire, qui est un autre super pouvoir un peu, c'est qu'il comprend ce qu'il y a derrière la musique. C'est-à-dire, quand arrive le rock, donc il le prend en pleine gueule comme il a pris un peu à rebours le jazz de son père et tout. Et il comprend très bien pourquoi arrive cette chose à ce moment-là,
pourquoi arrivent les Beatles à ce moment-là, pourquoi arriveront plus tard, quand il sera à New York, le hip-hop, le disco, le punk. Qu'est-ce que ça veut dire d'une saute de la société, qu'est-ce que ces sons, on voit très bien par exemple, c'est très clair dans le punk et dans le hip-hop, c'est des nouvelles voix, des nouveaux mondes, une rage, une énergie nouvelle qui exprime soit une société qui tombe, soit une autre qui renaît. Et lui, il entend ça, il le comprend, et donc il va devenir une sorte de producteur, de génie, parce qu'il sait déceler et entendre. Oui, il entend, et c'est très pratique pour le romancier, ça te permet de le mettre toujours au bon endroit, au bon moment. Hein, ce chercheur de son, et il se plante parfois aussi. Mais en gros, oui, il sait où se déplacer. Ouais. Et parce que, alors, derrière la vie de Paul, ce que dit le roman, c'est, et derrière même l'histoire de la musique telle que tu l'as construite, c'est une histoire de la contre-culture aussi, puisqu'on va vraiment chercher, comme tu disais, le hip-hop, l'émergence du hip-hop à New York, puis le punk à Londres, puis à Berlin, la techno, voilà. C'est aussi une façon pour toi de raconter ce demi-siècle-là de musique par la contre-culture. Ouais. Donc c'est évidemment un roman, il n'y a pas du tout ni de théorie, ni de pensée de tout ça, c'est plutôt la musique comme roman, quoi. Moi, ça m'a toujours beaucoup passionné, l'histoire du rock, par exemple, avec ses héros, avec sa grandiloquence, avec ses martyrs, avec ses folies, avec sa bêtise aussi, enfin avec tout ce que ça. C'est une sorte de grand roman, quoi, de grande comédie. Et tragédie aussi. Et donc, je voulais raconter ça parce que ça me semble. Et évidemment, du coup, ça se joue, cette histoire-là, elle se joue pas vraiment dans les registres officiels. C'est pas l'histoire politique, mais finalement, elle l'est aussi. Mais c'est l'histoire des terrains vagues, des concerts, des à côté, des fêtes, des lendemains. Donc ça raconte ça aussi, cette histoire effectivement d'une contre-culture, mais incarnée dans cette famille Malval qui va la vivre. Alors, la question sur la famille, je l'aurai un petit peu après. Si tu veux, on va rester sur la façon dont tu as construit le roman. J'avais écrit le livre était parcouru de flux et qu'il fonctionnait en spirale. Parce que, en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que dans le roman, on est en permanence à différents moments de l'histoire de Paul. C'est-à-dire il y a une trame qui est la trame linéaire de la vie de Paul, mais tu as travaillé tes scènes pour faire en sorte que ça se télescope et que au détour d'une phrase du coq à l'âne, on passe sur une autre période de sa vie et que voilà, on fasse des sauts dans le temps, dans les deux sens. J'aimerais bien que tu me parles de ce travail-là, qui est le vrai travail littéraire. Oui. Comme pour mes 2 derniers romans, je me pose la question de quelle forme lui donner, et je vois pas tellement comment raconter là ce demi-siècle, en réalité un peu plus, parce que ça attaque réellement l'histoire en 1914, on le comprend au bout d'un moment, mais donc un siècle. Je vais pas le raconter d'un point A à un point B, ça n'a aucun sens, puisque le temps ne fonctionne pas comme ça, le cerveau de mes personnages ne fonctionne pas comme ça. Donc, si je vais raconter l'histoire d'un personnage et de sa famille, il faut que ça circule exactement comme dans le temps qu'on vit. Le temps vécu n'est pas du tout celui le temps de la chronologie telle qu'on la connaît. C'est pas vrai. Et donc, il y a une sorte de circulation qui est aussi guidée par la musique, parce qu'il y a des notes qui nous renvoient dans le passé, il y a la mémoire aussi, mais tout est au présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... parce qu'on pourrait se dire, il y a une scène principale qui serait en mars 21, où Paul est avec ses 2 enfants et ils vont quelque part... ils enterrent la mère de Paul et puis ils partent ensuite dans un voyage. On pourrait dire ça c'est le présent et tout le reste est le passé. Mais en fait tout est au présent, c'est-à-dire que qu'on soit en 47, qu'on soit en 74, qu'on soit en 2021 ou en 1914, c'est tout un grand présent dans lequel on se balade sans qu'on soit perdu. A priori l'idée c'est pas de faire de la voltige pour s'amuser, mais c'est juste parce que c'est comme ça que son cerveau fonctionne, c'est comme ça que nos existences fonctionnent. Et c'était aussi l'idée de mon vrai projet de livre, c'était comment donner une forme à ce temps, quoi, comment donner une forme à 100 ans. Et de toute manière, on peut plus, depuis Proust et Einstein, mais
même certainement avant. On ne peut pas raconter le temps de manière linéaire parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, j'ai imaginé cette espèce de Finalement, plus des flux qu'une spirale alors. Plutôt des flux, plutôt des flux, ouais. Qui s'entremêlent et qui... Des flux, des passages. J'avais déjà essayé depuis l'invention des corps de tenter ces... l'invention des corps, comme c'était un livre plus brutal, peut-être, c'était des cuts, des coupures comme ça. Et on passait au milieu d'une phrase parfois, ou on passait d'un instant à l'autre, et d'un lieu à l'autre. Là, c'est plus, a priori, c'est plus, ça coule. Mais effectivement, si la narration, quand on est avec Paul, nous emmène après dans un épisode de la vie d'Iggy Pop qu'il est en train de voir et on revient, bah c'est naturellement qu'on y va et qu'on revient, exactement comme là, je suis en train de te regarder, je regarde ces perroquets sur ta chemise et je vais vers le perroquet et je reviens. Voilà, c'est aussi naturel qu'un cerveau. Ouais. Alors la recréation des années, notamment du New York des années 70, et moi je trouve particulièrement réussie. Alors, comment ça se travaille, ça, les faits de réel sur les années 70 tu es parti de quoi Alors, j'imagine qu'il y a de la documentation sur l'histoire de la musique, parce que ça, c'est très, très précis. Alors, bon, j'ai l'impression que c'est moins flagrant sur le Londres des années 80, parce que, pour le coup, c'est bien plus proche de moi. Mais voilà, il y a quelque chose de la recréation du New York que je trouve très réussi et très intéressant dans le roman. Alors, cette fois, je voulais, après les 2 derniers romans où il y avait le travail de documentation qui était important et qui faisait même partie du livre, où on sentait que, voilà, quand on était dans la Silicon Valley, les cellules, voilà, on était quelque chose. Là, je voulais pas du tout de documentation, donc j'ai fait à partir de ce que moi j'ai dans l'oreille et ce que j'ai dans l'œil déjà, c'est-à-dire que ça fait des années que je baigne un peu dans ces moments-là, dans cette musique-là, dans ces lieux-là. Donc là, le New York, par exemple, je ne l'ai pas retravaillé spécialement, parce que j'avais déjà fait un livre, Eroica, qui entrait. Donc c'était plutôt me faire avec la musique dans laquelle j'ai baigné, qui est celle-là, et reconstituer Par exemple, Manchester, que j'évoque là, je le connais très mal, Manchester, et surtout, j'ai surtout fait avec mon intuition mais pas que ça pèse, pas qu'il y ait de reconstitution ou pas de choses un peu précises sur tel lieu, tel machin. Non, c'est une reconstitution plutôt poétique. Maintenant que je dis, la seule chose que j'ai essayé de faire, étonnamment du coup par paradoxe, c'est le Lyon des années, qui est la ville que je connais le mieux, mais c'est le Lyon des années 40-50 où là je me suis dit tiens, est-ce que là je pourrais peut-être essayer d'être un peu, parce que je ne connais pas ce Lyon-là, même si c'est la ville que je connais mieux, où j'ai grandi. Et là, par exemple, j'ai fait 2 entretiens avec 2 personnes qui ont grandi à ce moment-là, et là j'ai rajouté des petits sons, des choses précises un peu. Mais non, après le Berlin que j'évoque, c'est celui que j'ai connu à 5 années près, donc là j'ai 0 recherche. Mais voilà, j'aime pas trop. Soit j'utilise la documentation, mais comme un outil littéraire, quoi, comme j'avais fait, soit un minimum. Non, il y a une idée dans le roman que je trouve géniale, c'est qu'à un moment, Paul, il trouve un emploi de producteur, chercheur de son pour un label. Donc son boulot, c'est de sillonner tous les endroits où ça joue, tous les soirs, toutes les nuits, et pour mieux se repérer, et il étale dans son bureau une grande carte de New York, et il détaille par quartier les grands quartiers musicaux de New York. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. Voilà, c'est une cartographie au travers de la musique cartographiée. Voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes comment t'es venue cette idée. Parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment très puissant. Bah, il le dit lui-même, il joue au détective, quoi. Et donc c'est les fameuses cartes qu'on voit dans les films policiers. Plein de post-it et de points et machin pour essayer de trouver le coupable. Bon, ben là c'est pareil. Il a des zones un peu. Il voit un peu des choses qui se dessinent et il fait des grands ronds comme ça et il met des mots. Donc par exemple dans l'East Side, il met guitare, son rock, métallique, il sait pas trop comment ça s'appelle encore. Le mot punk rock d'ailleurs n'existait pas encore à ce moment-là. Il met des sons sur le disco, il met des sons sur le hip-hop, tour, basse dans les jambes, survêt et tout. Et petit à petit, ça se resserre et il arrive à capter. Après,
c'est un gars qui est pas d'ici, c'est un gars qui vient de Lyon, comme je l'ai dit, et donc il se fait un peu jeter aussi, notamment du Bronx. Compliqué d'y aller. Moi-même qui suis retourné il y a 6 mois, j'ai failli le regretter dans certaines rues. Donc à l'époque, compliqué, encore plus compliqué, évidemment. Mais il arrive à se faufiler. Oui, ça peut-être c'est le passage que j'ai plus travaillé au niveau documentaire. Quand il arrive à se faufiler dans ces blocs parties des débuts du hip-hop, parce que là c'était pas simple. Mais et il y a en fait, il y a des différents. Il est là à des moments de révolution précises. Et là, il y avait ce moment de Grand Master Flash, donc qui est le pionnier du hip-hop, et qui, en fait, juste par une sorte d'intuition géniale, va prendre les platines et va commencer à scratcher et va commencer à changer les rythmes et va, par ce simple geste, va changer l'histoire de la musique. Bref, et il est là et quand il capte ça, quand il le voit, bon ben ça. Il finit son travail de détective. Donc ouais, sa vie, c'est un boulot de détective, à tel point qu'après, c'est un truc que j'ai rajouté dans le livre qui finalement apparaît. On comprend qu'il envoie des cassettes en fait de ce qu'il entend à différents amis, et il va en fait influer sur l'histoire de la musique grâce à ces cassettes, notamment les cassettes qu'il envoie dans les années 80 de Détroit et de Chicago, donc là où naissent la techno et la house. Et il les envoie à ses amis de Berlin qui ensuite vont reprendre ça et vraiment lancer ces deux courants à Berlin. Donc c'est un acteur en souterrain de cette... Oui, c'est ce que tu montres aussi beaucoup et très bien, qu'il y a deux aspects. Il y a d'un côté les musiciens, ceux qui fabriquent la musique et qui ont ces intuitions, comme un grand master, comme on va en parler un peu, Joy Division, Ian Curtis. Il y a une scène magnifique avec Monk, justement sur le silence et mais il y a deux aspects. Il y a ceux qui font la musique et ceux qui la produisent, on va dire. Hein. Et tu montres bien les jeux d'influence aussi, que lui, il a beaucoup d'influence sur la musique, mais lui-même n'est pas musicien. Enfin, quand il essaie de l'être, il va pas tu ne le fais pas se réaliser dans l'exercice de la musique. Ouais, je voulais un personnage qui effectivement ne soit pas complètement créateur, si ce n'est créateur par l'oreille, quoi, et qui soit... Ouais, je voulais pas l'héros typique rockstar et tout ça, mais plutôt à côté, en dessous, et surtout l'oreille, quoi. Et ça, en revanche, sa fille va être la main. C'était l'alliance de l'oreille et de la main. Et il y a une scène finale où leurs quatre mains enfin se rejoignent, et là c'est le moment un peu où, voilà. Mais lui c'est plutôt un observateur, et ça me plaisait parce qu'en réalité voilà, on n'est pas vraiment des héros, on aimerait l'être, mais on est plus comme Paul, c'est-à-dire qu'on espère, on aimerait bien, mais il a quand même des intuitions géniales, et notamment un jour en studio, il va par une sorte de truc un peu aléatoire réussir à créer un son qui va justement, comme je l'ai dit, avoir une sorte d'influence sur la suite. Mais oui, c'était plutôt un anti-héros que je voulais avoir. Alors, tu aurais pu te contenter de faire le roman de Paul et de la musique, c'est-à-dire la linéarité, la narration de juste ça, et il y a comme un espèce de deuxième livre à l'intérieur qui est le roman de la famille, presque j'ai envie de dire le roman corse. C'est comment qui vient s'intercaler dans la vie de Paul, et ce moment comme ça qui est présent tout au long du livre dès le début, où tu l'as dit tout à l'heure, on est à l'enterrement de la mère, et là on travaille un autre aspect complètement différent, c'est celui de la question de la filiation, de ce qu'on retire de ses parents, de ce qu'on donne, voilà, avec le personnage de Chiara, de Léo aussi, qui est le frère une fratrie compliquée, parce que de fait, comme ce Paul est tellement pris par la musique, il n'a pas le temps d'être père, en tout cas quand les enfants sont petits, il n'a pas le temps d'être un père attentif, quoi. Donc ça, ce deuxième roman, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y aurait comme un deuxième roman dans le roman, qui serait le roman familial, et comment il est arrivé aussi, ou s'il était présent dès le début? Ouais, c'est peut-être même, je crois, le roman, c'est plutôt celui-là. Ah, oui. C'est le roman
familiale, de la transmission, de la filiation, avec ses trous, avec ses héritages, avec ces choses qui passent pas aussi d'une génération à l'autre. Parce que, comme je parlais de ce mars 21, quand ils sont tous les trois dans la voiture, Paul et ses deux enfants, c'est aussi porté par l'inquiétude de dire qu'est-ce qui est arrivé à Léo, donc l'enfant qui lui va mal, qu'est-ce qui est arrivé à Chiara qui semblait bien aller mais qui est presque un peu trop, qui s'est fait une sorte de carapace un peu inébranlable et tout, et Paul se demande qu'est-ce qu'il a transmis, qu'est-ce qu'il n'a pas transmis, qu'est-ce que aussi il a hérité de ses parents ou pas. Donc c'est peut-être ça le cœur du livre, et ça s'est imposé assez vite, mais comme j'avais dit, c'était pas le projet, mais ça l'est devenu. Pourquoi, c'est un peu difficile à dire, mais je pense que c'est lié à la musique, c'est lié à l'enfance de Paul, c'est lié c'est lié, oui, dès que j'ai construit cette enfance de Paul avec son père musicien, sa mère venant d'Autriche, Mozart, la neige, etc. C'est tout de suite, ça naturellement, c'est allé vers mon enfance à moi et vers ce souci-là derrière et devant que j'avais et que j'ai. Et voilà. Et donc j'avais jamais fait. On s'est dit ça la dernière fois, je sais plus quand, il y a une semaine, que tous mes personnages qu'à présent étaient coupés, c'est-à-dire il y avait rien derrière, il y avait rien devant. C'était des flèches comme ça. Portés par leur seule énergie, mais qui allaient tout droit, et on ne savait pas s'ils avaient des parents ou quoi. Et là, du coup, voilà, là, je m'ouvre à ce pan-là, et du coup, je vais vers des lieux que je n'avais pas encore explorés et que je voulais explorer. Puis ça leur donne beaucoup de profondeur aussi, d'être des héritiers ou des continuateurs. On se lit le passage Allez. À Berlin, avec Chiara, justement. Ou tu voulais Joy Division? Non, tu voulais ça, d'accord, ok. Oui, non, sinon... non, on fait ça. On fait ça. Joy Division après. Ok. Donc elle part... Chiara part à Berlin. Je vais vous prendre la chose là. Donc Chiara retrouve à Berlin, elle part un matin et elle fugue et elle retrouve Adèle Cara, qui était l'héroïne de l'invention des corps et qui là a un rôle secondaire. Ouais, non mais il n'y a que moi qui le... mais et donc Chiara explore avec elle les différentes couches de ce nouveau monde. Berlin poursuit alors sa renaissance. Les ruines tardent à laisser place à autre chose. Après l'euphorie de la chute du mur et des mois qui ont suivi, on est entré dans une zone intermédiaire. Reprise économique, terrain vague et déjà une certaine désillusion. Mais là où se joue vraiment la transition et la révolution des corps, là où se noue la réunification des deux mondes, c'est sous la terre, dans ces clubs fous et interlopes où la rage et l'énergie accumulée se déploient enfin. Chiara et Adèle prennent de longs cafés crème dans des bars si grands qu'on pourrait y vivre pour toujours. Elles errent dans la ville, elles mangent dans des restaurants turcs sous des cascades fluorescentes, elles embrassent des types dans le noir, elles dorment même parfois. Elles passent des nuits foireuses, elles ont des rendez-vous ratés, elles dansent dans des squats perdus dans la brume, sans adresse, avec des amis de passage qu'elles ne reverront plus. Tout le monde est de passage ici de toute façon. Tout est flottant, décisif, incertain. Elles font le compte chaque lundi du fric qui leur reste. Adèle touche sa bourse d'étudiante en début de mois. Chiara gagne quelques marques dans le Fischladen, le bar squatté du coin où elles passent leur soirée devant ou derrière le bar. En fait, je voulais attaquer plus tôt, mais c'est pas grave. Elles sentent bien qu'elles font une connerie, que leurs parents doivent être en colère. Elles s'en contrefoutent. Elles ont attendu ça toute leur vie. Elles avaient grandi toutes les deux dans de vagues rêves de Chelsea Hotel et de Factory, de transsexuelles évanescentes et d'amour libre dans les champs de Woodstock. La lame froide et métallique de Berlin est peut-être bien éloignée de ce qu'elles avaient imaginé, mais elles leur fouettent la gueule. En partant de chez elle, Chiara a voulu frapper un coup sur la table. Je ne serai pas comme vous, je ne serai pas comme toi, papa, conformiste maquillé en rebelle. Moi, je veux vivre le présent, dur, aiguisé, ardent. Il sera violent peut-être, mais je le veux sur moi. À cet âge-là, on dit de telles phrases et d'une voix péremptoire.
En partant à Berlin, en fuguant, en désertant l'école et l'appartement, sa famille et le grand train, elle entre dans la sédition. Enfin, elle en a du moins l'impression. Car en y repensant, à son balcon de Prenzlauer Berg, 23 ans plus tard, elle rit toute seule, son spritz à la main. Quelle petite conne prétentieuse. Elle s'était bien fourvoyée. En faisant sa supposée grande révolte, en partant vers l'origine du nouveau son et des chemins de traverse, elle ne faisait en réalité que suivre celui tracé, longtemps auparavant, par son père. Elle le sait aujourd'hui, assise à son balcon, à quelques encablures de là où tout a commencé. Merci, on voit bien là que, effectivement, dans la narration... Ah, tu n'as pas fini? Non, c'est bon, j'ai fini. On voit bien dans la narration que on est tour à tour, c'est Chiara qui parle et que c'est, à ce moment-là, c'est elle le personnage principal, quoi. Oui, pendant 100 pages, pendant 100 pages, elle prend les commandes du livre. Et Paul passe au second plan. Il y avait cette idée-là aussi, qu'il y a des moments où le roman se déplace, quoi. Et puis on va avoir tout un passage aussi avec les parents de Paul et même ses grands-parents. Où je dis, bon, je me suis trompé. Le roman commence pas à la naissance de Paul. Le roman commence en fait bien avant. Et nos romans commencent toujours avant notre naissance. Moi, j'avais noté un petit extrait aussi. Si vous voulez m'interrompre. Il y a ce moment où, entre New York et Londres, Paul va partir, sillonner le monde entier à la recherche des musiques du monde aussi. Et j'avais une question aussi autour de ça, de ce moment dans les fins des années 70, avant les années 80, où la culture rock, elle a besoin de se nourrir de toutes les influences cubaines, l'Amérique du Sud, voilà, et elle a besoin de passer par la world music avant pour continuer à s'accomplir, je crois. Ou pas du tout. Ouais, mais il en a un petit peu marre, au bout d'un moment, de la même sérénade de jeunes blancs qui cassent des guitares et dans des salles obscures qui sentent la bière tiède et la pisse. Et donc, du coup, il part et il ouvre un peu son champ. Il s'était enfermé, c'est normal, dans ce petit monde-là. Et donc là, il ouvre et pendant effectivement 2 ans, il va sillonner le monde de Cuba jusqu'en Inde. Et bah oui, parce que évidemment, il vit dans ce petit monde occidental et puis au bout d'un moment, il a des œillères comme tout le monde. Ça, c'est normal. Tu voulais peut-être quand il dit Paul est allongé sur le sol de son appartement new-yorkais et dans les 2 baffes qui encadrent le salon, les tubes des dernières années s'enchaînent et tout fait sens. La rage ici et l'oubli là, les guerres avortées, la démocratie fatiguée, la violence et les rêves, tout cela se meut entre les accords, les harmoniques, et pas besoin de texte pour cela. Et tout se chevauche et se mélange dans la playlist des années et des planètes, et chaque fois Paul a l'impression de sentir ce qui s'y joue, les failles d'un monde, les élans d'un autre, les tentatives déçues qui finissent en mineur, les vivants et les morts. Tout est là, caché mais vivace, il suffit de tendre l'oreille, et parfois bien sûr on n'entend rien du tout. Oui, la musique est l'écho du monde et de ce qui s'y passe. Quand même, je trouve que c'est très... C'était même le but caché du livre. Ouais. Donc on va passer... Il y a quelque chose qui est extrêmement réussi dans le roman, c'est les scènes où tu évoques les musiciens qui sont sur scène. Ça commence avec Elvis. Il y a une très belle scène à Paris, le guitariste Jimi Hendrix, Iggy Pop à Détroit, qui est aussi à chaque fois tu captes vraiment très très bien ce qui se joue là au travers les enjeux qui sont là. Et il y a ce passage j'ai trouvé vraiment bouleversant avec Ian Curtis et Joy Division à Manchester. Ça, c'est page 252. 252. Ouais. Et là, je trouve qu'il a une façon de capter la présence de ces musiciens-là, dit tous les enjeux à ce moment-là. Et c'est vraiment extrêmement bien restitué. Oui, alors je voulais pas qu'il y en ait trop de concerts, parce que ça aurait pu être répétitif. Donc il y en a 3. Hendrix en 67, Iggy Pop et son groupe Stooges en 74, et
et Joy Division à Manchester, et parce que les trois disent quelque chose de précis, de trois mondes qui naissent à ce moment-là ou qui. Et il y a manque, quand même. Oui, c'est vrai. Donc dès que je dis ça, après la règle, je la respecte pas exactement. Mais là, à ce moment-là, en fait, donc vous voyez ce groupe, voilà, qui est à la fois, c'est à la fois presque déjà la fin du punk et le début de la new wave, mais c'est surtout, voilà, c'est des gars qui ont 21, 22 ans et qui sont déjà presque comme s'ils étaient déjà morts et qui expriment une sorte de malaise et en même temps de rage et qui est comme s'ils n'appartenaient pas à leur corps, enfin comme s'ils exprimaient quelque chose qui les dépassait, quoi. Peut-être que je le dis directement dans le texte, peut-être je vais pas vous l'expliquer avant. Mais en gros, le concert, je le fais très rapidement, mais ça fait que 2 pages, mais je vais vite, mais sur la scène, 4 types regardent le sol. Ça commence, le batteur lance un rythme martial sur ses cymbales et sa grosse caisse. L'écho monte dans la salle humide, le chanteur lève les yeux. Il porte sur lui son corps immense dont il ne sait que faire. Il se tient raide comme un piquet. Le teint hâve, le regard si loin dans les landes, il n'a rien à faire là. Le bassiste, plongé dans le métal et le cuivre, reprend la mesure. Les 3 notes qu'il répète sont plus lourdes et hantées que le temps. Elle tourne en volute autour des murs de la salle. Le guitariste, chemise blanche, cravate noire, reprend la métrique en y glissant son riff syncopé, abrasif, à contretemps. Eva a entendu des sons dans sa vie, des textures, des éclats de voix, d'instruments, de bois. Elle n'a jamais entendu ça. Le son de ce groupe de jeunes gars perdus et pâles s'échappe comme d'un caveau. Son épaisseur mortuaire pèse sur toutes les épaules du public. Et alors le chanteur prend le micro dans les mains. Comment peut-il être aussi grand, aussi absent? Il dit quelque chose comme « she's lost control again ». Le son qui sort de sa voix ne vient pas de sa gorge, il vient de loin, de bien plus loin que lui-même. C'est un cadavre qui articule des sons. Paul comprendra plus tard l'histoire de cette fille prise de soubresauts épileptiques sur son lieu de travail, l'histoire de sa chanson, de cette fille qui perd le contrôle à nouveau. La basse monte d'un ton, de 2, se fixe au plafond, redescend, cercle de l'enfer autour de leur corps vide tout à coup, Eva se tient droite, interdite, saisie par la décharge. Autour d'eux, pareil, si ce n'est les ivrognes du fond qui de toute façon remuent dès que ça joue, peu importe quoi. Le chanteur replace le micro sur le pied et brusquement son corps se désarticule de toutes parts comme si dedans le puzzle s'était défait. Ses bras scandent un rythme dément, haut, bas, droite, gauche. Le type est habité, son regard n'est plus bleu ni noir, il traverse la salle, il est ailleurs. Le rythme de sa danse hypnotique militaire accélère encore, sa chemise s'emplit de sueur. Il va tomber, c'est sûr, la batterie ralentit finalement, le genou du chanteur plie, mais ne rompt pas. Il poursuit sa route frénétique le long d'une autoroute absente. Et quelques pages plus tard, Paul rentre chez lui. Donc Paul est avec Eva et il rentre chez lui et il comprend que quelque chose s'est passé. Il ne sait pas trop quoi et il écrit sur un bout de table, après un whisky, 3 cigarettes, il écrit ça. Ce garçon de 22 ans, donc Ian Curtis, vous pouvez regarder regarder danser sur des vidéos, il danse précisément comme ça. Donc il était épileptique, et ce qui explique sa danse. Parfois, au milieu de concerts, il tombait par terre, pris d'une crise, et puis se relevait ensuite. Ce garçon de 22 ans ne peut pas savoir ce qu'il est en train de faire. Ce cri qui sort de sa bouche et le jette régulièrement à terre, c'est celui du siècle, c'est celui des camps, de la mort, des ténèbres qui le dépassent et l'enveloppent, le secoue de spasme, le laissant tremblant, chancelant, comme ravagé par la violence de l'histoire. On est toujours en train de faire autre chose que ce que l'on fait. On est toujours dépassé par ce que l'on chante et ce que l'on écrit. Ce Ian Curtis, chanteur de Joy Division, ne peut pas savoir ce qu'il est en train de réaliser. Il est dépassé par les vagues immenses qui le submergent, par les milliers de corps qui parlent à sa place. Ce garçon de 22 ans, pâle et livide, n'habite pas dans son corps. D'autres gens y vivent pour lui, et la plupart sont morts. Des courants de rage et de mort, le XXe siècle, soufflent sur lui en rafale. Lorsqu'il ouvre la bouche, en sortent des rubans de suppliciés mêlés à des rêves de neige, la beauté et la mort mêlées. Donc je m'arrête là parce que je dois faire une petite cochette. Et comme évidemment les choses sont réelles dans un roman et on les prend au pied de la lettre, c'est ce qui va arriver à Paul quelques pages plus tard. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte là en regardant le concert de Joy Division et les fantômes et les morts vont vraiment affluer sur Paul et l'envahir. Et il y a une scène comme ça, presque d'horreur,
où il sent que les portes claquent dans son appartement et il est ravagé par des fantômes, des ombres, des morts vivants. On ne sait pas. Ce que je me suis dit quand tu parles comme ça des soubresauts de l'histoire qui fondent sur Ian Curtis, et cette espèce comme ça ça aurait pu s'arrêter là. La musique aurait pu ça aurait pu être la fin de quelque chose. Ça l'est d'une certaine manière. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle. Je me suis dit, c'est beckettien comme moment. C'est-à-dire qu'après, il n'y a plus que du silence, quoi. Une fois qu'on est arrivé, une fois que la musique est devenue de l'épilepsie, enfin voilà, tu vois, il y a plus que ça. Finalement, il y a plus que du silence. Ouais. Les spécialistes un peu du rock et tout ça se mettent un peu d'accord sur ce moment. C'est un moment un peu clé quand même, où on arrive à la fin de quelque chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment, c'est à nouveau les corps et de voir ce gars de 21 ans. Les films de fiction sur la musique sont souvent pas géniaux, mais celui-là est beau. Vous pouvez le regarder, Control, sur l'histoire de Ian Curtis et Joy Division. Et c'est un très beau noir et blanc en plus, et c'est très très bien rendu. Et on voit bien que il y a un truc qui le dépasse. Et il y a un truc qui dépasse le corps d'Elvis quand il arrive. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui arrive à Elvis. C'est pas normal cette énergie-là. Et c'est-à-dire, quand je dis c'est pas normal, c'est pas le seul corps d'Elvis. C'est-à-dire que c'est un truc qui va au-delà. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comme on est comme dans une grande chaîne, et donc il y a des choses qui et donc il y a quelques corps clés, notamment aussi celui d'Iggy Pop, qui maintenant nous paraît galvaudé parce que Iggy Pop c'est devenu une sorte de vignette et tout, mais à ce moment-là c'est fulgurant, quoi. Ce corps-là, on comprend pas du tout comment on peut être aussi sauvage et aussi brutal et aussi enfin il se tranchait les veines sur scène, ça c'est voilà. Mais c'est parce que il y a quelque chose au-delà de ce corps qui dit plein de choses du monde. Toujours personne pour réagir. Vous êtes apparemment encore très jeune, et je me dis, comment a-t-il eu l'idée d'aller chercher quelque chose? Chaque fois moins jeune. Hein. À chaque fois que je reviens, je suis un peu moins jeune. Oui, mais bon, ça, je suis d'accord. Mais je suis étonnée de vous entendre parler de Jimi Hendrix. Nous, Jimi Hendrix, à ma génération, on avait à peine 20 ans, hein, donc... Vous semblez faire un lien historique très important avec le contenu de Jimi Hendrix, de tous ceux qui ont suivi. Vous parlez de Thelonious Monk, il est mort il n'y a pas si longtemps, je crois. Vous parlez du pianiste, là. Ouais, 40 ans quand même, ouais. Il y a 40 ans qu'il est mort? Ouais. Non. Ah bah si. Thelonious Monk? Ouais. Ah bon, alors, ok. Mais donc je cherche quel est le propos qui vous a animé pour dresser cette saga qui part d'un temps que vous n'avez pas connu. Ouais, alors si. Et qui nous évoque des booms, des trucs comme ça, mais je suis pas sûr que ça évoque plus que ça. En réalité, si, parce que c'est ça qui est avec la musique, c'est que à la fois j'évoque la musique que je vivais en direct, donc celle de Berlin, mais aussi il y a tout un passage où Chiara se remémore sa vie avec les chansons qui ont scandé sa vie, donc ça c'est vraiment celle que je vivais en direct. Mais celle de Monk, du Velvet, d'Hendrix, je l'ai vécue aussi, je la vivais aussi dans un temps décalé, mais c'est quand même ça je crois avoir je sais pas, l'album du Velvet Underground, je l'ai écouté 300 fois, comme tous les comme plein d'autres personnes de mon âge. Donc, sans parler de Mozart, évidemment, on est tous des contemporains de Mozart. Et donc, non, mais c'est vrai. Donc, du coup, je crois que l'art, il n'y a pas tellement d'âge, et ils sont tous, on est tous contemporains des artistes qu'on aime, quoi, en fait. Et on lit pas Proust en disant oh là là, il a un siècle. Bon, moi, je le lis au présent. Autant que et à contrario, il y a des artistes qui ont 30 ans et qui sont d'une vieillesse extrême. Je veux dire, en fait, la contemporanéité, elle est souvent inverse de celle qu'on pense. Donc voilà, moi d'ailleurs on avait un temps de décalage. Je me souviens, j'avais un temps de décalage quand je découvrais les Clash. J'avais, je sais pas. Moi-même, j'arrive avec un temps de décalage par rapport à mes potes, mais évidemment, j'avais 25 ans de retard. Donc, voilà. En même temps que les Clash, il y avait un groupe qui s'appelait Libertines, qui était vraiment en même temps que moi, qui était un peu les Clash 30 ans plus tard.
et pour moi, je les écoutais sur le même plan, même si j'entendais bien il s'était passé quelque chose entre temps. Mais en fait, l'histoire de la musique fait que répéter, c'est que des bégaiements, notamment du rock qui bégaye depuis un moment déjà, mais c'est ce qui fait son charme. Mais on voit qu'il se réinvente moyennement parfois. Mais là, cet exemple-là de ces deux groupes-là, c'est très clairement le même groupe 30 ans plus tard avec la même énergie, mais qui réinvente toujours cette espèce de nouvelle jeunesse, de nouvelle rage, de nouvelle envie de liberté. Donc, moi, je vis pas du tout Hendrix comme étant quelqu'un d'une autre génération. La liberté, et au tout début, tu écris à propos de Paul, j'avais noté, sa curiosité et sa soif de monde ne connaissent pas de limite. C'est ça son moteur tout au long et je crois qu'avec la musique, c'est toujours ça le moteur, c'est la curiosité, la soif de... Oui, parce qu'il tient lui aussi vraiment à surtout pas être un vieux con, j'allais dire, dans son langage, c'est ça. C'est-à-dire de dire, oh là là, mais moi j'ai connu j'ai connu les Pink Floyd, et donc du coup, maintenant les petits groupes... non, il essaie vraiment de toujours être curieux et d'aller vers le nouveau, même si voilà, il y a, par exemple dans les années 80, il se fatigue un peu, il a un petit passage à vide, parce qu'il a des sons qui lui plaisent pas du tout, et ça commence à... Mais il veut surtout, comme je disais, devenir... rester de plus en plus, rester jeune et ça passe par la curiosité pour lui, ouais, et être attentif au présent et à tous les... Et voilà, ce que je disais, il a toujours sur sa table de mixage, sur ses platines, il a toujours toute la musique, sans présent et passé, mais sans haut ni bas non plus. Il tient à ça, et moi aussi, et Chiara pareil, à dire voilà, j'adore Scorpion et Britney Spears, et je pense que c'est de la pop qui est peut-être pas aussi grande que... Mais en fait, par ailleurs, ça m'arrache des larmes. Je sais pas, la chanson dont tu parles des Bangles, qui est une petite sucrerie pop, mais qu'elle trouve formidable. Et elle trouve pas ça déshonorant du tout, parce qu'il n'y a pas de haut et de bas, en fait. Quelqu'un d'autre ? Tu as à la fin du livre, tu mets une playlist. Oui. Alors ça m'a beaucoup intrigué, parce qu'en même temps, je suis un bon élève, moi. J'ai lu le livre avec ma playlist. Ah, en même temps. En même temps, ah oui. Ah, d'accord. Qui est très... Voilà, parce que... Bon, j'ai arrivé plein de choses que je ne connaissais pas de l'histoire du rock. C'était... Ouais. Comme se faire une sorte de bibliographie, ouais. Dire si on a envie d'aller voir, plutôt après, mais ça peut être pendant. Les choses que je cite aussi, là on a vu Joy Division, donc ça me paraissait correct de dire voilà les titres dont je parle, vous pouvez les écouter ou pas. Mais c'était un peu à double tranchant évidemment, puisque là j'essaie de les mettre en images et en sensations, donc quand vous allez écouter Joy Division, c'est de toute façon, c'est l'original, donc c'est de toute façon supérieur, et je sais pas du tout je passe par un autre moyen pour évoquer ces paysages-là. Mais je trouvais ça bien d'avoir cette playlist-là. Moi, parfois, quand je lis les livres, je me dis, tiens... Et aussi, pour une autre raison, c'est évidemment les titres dont je parle, mais aussi tous ceux qui sont derrière, en fait, qu'on n'entend pas forcément, qui ne sont pas cités dans le livre, mais qui sont ceux de la grande fête, par exemple, finale, de Chiara et de tous les personnages en Corse. Bon, voilà, vous saurez tout ce qu'ils écoutent, mais je ne cite pas dans le livre, mais voilà, ça c'est la fête. Donc il y a, je sais pas, une quinzaine de titres avec cette fête-là. Ou alors quand elle mixe toute seule à Berlin, il y a des passages, il y a des morceaux précis qu'on l'imagine en train de mixer. Ou alors ce que les grands-parents écoutaient de jazz dans les années 30-40 qui sont là. Voilà, c'est de dire, voilà, poursuivre ce voyage-là à travers les titres. Ben oui, moi, comme c'était une bibliographie, normalement, elle est ou chronologique ou par ordre alphabétique. Donc je me suis dit que c'était vraiment une invitation c'était vraiment la bande son et les moments où ça fonctionne, les moments où ça vraiment ça match énormément. Enfin voilà, très bien. Bon super. Voilà. Bien Pierre, merci beaucoup. Merci Nicolas, merci beaucoup. Je vous le laisse si vous voulez dédicacer le livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.
Le livre de Pierre Ducrozet, Variations de Paul, est disponible aux éditions Actes Sud. Chez cet éditeur, Pierre Ducrozet est également l'auteur de Partir léger, Le Grand Vertige, tous deux publiés en 2020, et de L'Invention des corps, prix de Flore en 2017. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche jeudi 29 septembre 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio.